depuis des années. Alors, depuis un certain temps, on constate que ce pays-là mène une offensive au niveau du continent africain. Alors, qu'est-ce qui fait courir le Maroc? Comme dans la première partie de l'émission, on le disait, l'Afrique est la nouvelle frontière. Donc, aujourd'hui, vous avez, depuis un certain temps, depuis l'arrivée du roi Mohamed VI, une certaine série de réformes qui ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, au niveau interne, vous voyez que les réformes ont commencé à apporter. Le taux de croissance est là et elle a une économie dynamique. Maintenant, il faut s'ouvrir vers l'extérieur. Le Maroc a déjà des accords économiques avec l'Union européenne qui lui rapportent beaucoup. Maintenant, en termes de diversification, il faut évoluer vers d'autres économies qui sont aujourd'hui des économies dynamiques, qui ont de la croissance, mais également où il y a des possibilités d'investissement. Voilà. Donc voilà une des raisons, je pense, pour lesquelles le Maroc est en train de se répandre au niveau de l'Afrique. Voilà. Non seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais également au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Est, tout ça. Mais cette expansion-là n'est pas seulement économique, elle est d'abord politique. Voilà, parce que il y a quelques dizaines d'années, le Maroc avait quitté l'Union africaine en raison de la question du Fonds Polisario, du Sahara occidental. 82. Voilà. Le Maroc revient, il veut s'affirmer sur le plan politique, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'économie c'est bon, mais il faut que l'économie est, je n'ai pas dit sous-tendue, mais elle est précédée d'abord par la diplomatie. Voilà, donc vous voyez dans cette diplomatie, beaucoup de diplomatie économique. Alors au niveau de la CEDEAO, pour aller un peu plus rapidement, c'est qu'on sait qu'au niveau de la CEDEAO, pour les pays de la zone, leur communauté, cette communauté-là est basée, n'est-ce pas, sur l'intégration économique et aussi la délimitation de l'espace. Alors comment est-ce que le Maroc, qui est au nord de l'Afrique, voilà, demande à intégrer la CEDEAO, votre point de vue? C'est ce qu'il y a de surprenant. C'est ce qui a surpris plus d'un, cette demande. Et je crois, le commissaire de la CEDEAO, vous portez le nom, c'est... De Souza, le Vélinois de Souza. Dans une interview qu'il a accordée à un site marocain. Le président de la commission de la CEDEAO a dit que, au niveau des textes, ce n'était pas possible aujourd'hui, dans l'état actuel des textes, que le Maroc puisse adhérer à la CEDEAO. Ça, c'est clair. Mais la décision revenait au chef d'État. Voilà. Donc, quand vous regardez aujourd'hui le lobbying qu'il y a eu, l'offensive diplomatique qu'il y a eu, avec cette série de voyages que le roi Mohamed VI a mené en Afrique de l'Ouest, avec les investissements importants qui ont été réalisés ici, avec ces méga projets qui sont en cours au niveau du Nigeria, quand vous regardez toute cette offensive qu'il y a eu, on sent qu'il y a eu cet effet de préparation. Ça a été préparé, c'est pas venu comme un cheveu sous la... Il y a des pays du docteur Prao, la Côte d'Ivoire au niveau de la zone francophone et le Nigeria au niveau de la zone anglophone. On sait qu'avec le Nigeria, il y a un grand projet entre ces deux pays. Au niveau de la Côte d'Ivoire, pratiquement plusieurs investissements en Côte d'Ivoire sont faits des Marocains. Est-ce que cette demande-là sera peut-être rejetée, vous croyez? Vous savez, comme a dit M. Kobri, tout va dépendre effectivement des chefs d'État. Vous savez, si théoriquement c'est impossible que le Maroc adhère, parce qu'effectivement le Maroc fait partie effectivement des pays de l'Ouma, encore il faut le dire, et puis nous sommes dans un pays, nous sommes sous le continent noir, on va dire. Donc de par déjà même la géographie, le Maroc ne pouvait pas, ou bien ne peut pas logiquement, bien théoriquement, faire partie de la CEDEAO. Mais, encore une fois, comme l'a dit M. Kobri, mais ce que vous devez savoir fondamentalement... Il y a un lobby qui a été mené. Oui, il y a un lobby effectivement qui a été mené, et M. Kobri l'a dit. Le Maroc est très malin. C'est un pays très malin, parce que, vous savez, le Maroc profite beaucoup de sa proximité avec l'Europe. Casablanca est à 2 heures de Paris et de Lyon. Donc le Maroc a profité effectivement d'un transfert de technologie. Et donc, le Maroc a assis effectivement son industrie légère, manufacturière, en se basant sur la technologie importée de l'Europe et sur la main-d'œuvre peu qualifiée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Maroc est en train de faire? Le Maroc exporte déjà la tomate et certains produits déjà en Europe. Le Maroc veut diversifier effectivement ses partenaires. Donc, premier point qui fait courir les Marocains, c'est le volet économique. Il faut étendre ses tentacules partout sur le sous-continent noir, qui est très fertile. N'oubliez pas que la CEDEAO, depuis 10 ans, connaît un taux de croissance moyen de 5%. 5%, oui. Alors, le PIB fait à peu près 730 milliards de francs CFA. C'est énorme. La CEDEAO... De 400 000 milliards. Voilà. La CEDEAO fait partie des 20 premières économies au monde. Et donc premièrement, c'est la dimension économique. Deuxièmement, le Maroc est fatigué de tendre la main ou d'attendre cette intégration qui ne vient jamais. La Ouma, c'est-à-dire l'Union du Maghreb arabe.
l'Union du Maghreb arabe fait 3% du commerce intra-régional. C'est-à-dire entre les pays, ils n'échangent pratiquement pas. Nous, au niveau de la CEDEAO, c'est 10% du commerce intra-régional. Jusqu'à 15 souvent. Oui, et au niveau, effectivement, de la SADC, les pays d'Afrique du Sud et ses partenaires, 19%. Donc le Maroc dit, mais tiens, voilà une zone qui est fertile, une zone qui est riche, et j'ai de bonnes relations avec ces pays-là, pourquoi ne pas profiter? C'est ce qui fait courir le Maroc. Et donc, mais ce que vous devez savoir, c'est vrai que le Maroc aujourd'hui est partout, avec Royal Air Maroc. N'oubliez pas que le Maroc avait signé des accords d'aviation avec le Sénégal en son temps. Le Maroc est encore dans les mines au Mali, au Niger et en Guinée. Le Maroc est dans l'électricité avec l'ONE qui est au Sénégal, dans le nord sénégalais. Le Maroc est encore en Côte d'Ivoire dans le secteur bancaire avec, qui a acheté la société CIB, qui a acheté la société Banque Atlantique Basique, qui est aussi même Move des assurances dans les assurances avec Chaham. Oui. Donc le Maroc est partout en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le sous-continent noir, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne. Donc le Maroc, depuis 1999 où Mohamed VI est arrivé, conseillé par effectivement tous ces pontes qui étaient autour de son père, ils lui ont dit, si tu veux grandir, il faut tant de tentacules. Et c'est ce que le roi du Maroc fait. Donc, il fait bien pour son pays. Je dis bien, il fait bien pour son pays. Mais est-ce que cela profite aux Africains? Je ne pense pas. On reviendra. Alors, Boja Kobri, le Maroc veut être membre à part entière de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une communauté qui regroupe environ 320 millions de personnes, donc 30% de la population du continent. Alors, quel avantage pour les pays même de la zone CEDEAO? Ça, avant de répondre à cette question, il faut, en fait, en complément de ce que le docteur a dit, parler un peu brièvement du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, c'est une économie compétitive. Le Maroc a bénéficié du transfert de technologies, mais également de beaucoup de délocalisation. Voilà, aujourd'hui, la plupart des entreprises occidentales. Voilà. Ouais, beaucoup. Aujourd'hui, le Maroc est le deuxième producteur d'automobiles en Afrique. Après l'Afrique du Sud, oui. Par la délocalisation de certaines entreprises comme Renault à Tanger au Maroc. Il y a Volkswagen qui arrive, il y a BMW qui arrive. Aujourd'hui, le Maroc est un hub. Ça. Même en matière d'aéronautique, Airbus, Bombardier, le Canadien Bombardier qui vont s'implanter au Maroc, c'est pas de la plaisanterie. Bon, face à cela, vous voyez un marché de 300 millions d'habitants, avec une économie, une institution qui est encore balbutiante. À part certains pays qui tentent véritablement de diversifier, qui tentent de sortir les épingles du jeu, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez au niveau des institutions de nos pays, au niveau de la CEDEAO, bon, on est encore un état embryonnaire. Voilà, on est encore au niveau primaire. Bon, Jacob, soyons clairs. Donc, de façon concrète, c'est un danger ou une opportunité pour nos pays, puisqu'on n'a pas une économie diversifiée, structurée comme l'économie marocaine. On le dit, dans l'état actuel des choses, ça constitue un danger. L'adhésion du Maroc à la CEDEAO serait plus profitable au Maroc. Effectivement. Voilà. Mais pour le niveau d'évolution de notre industrie, c'est à se demander si véritablement nos sociétés industrielles auront la capacité d'un marché commun. Parce qu'il faut savoir, quand ils adhèrent à la CEDEAO, c'est un marché commun en fait. Tout à fait, puisque il n'y a plus de barrières. On a le TEC, le tarif extérieur commun. Voilà. Et des personnes. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est au Maroc n'a pas besoin de délocaliser à Abidjan ou au Bénin. Non. Mais le plus grave, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a les accords, les APE, accords des partenaires économiques que nous discutons jusqu'à aujourd'hui avec l'Union européenne, pour lesquels jusqu'à aujourd'hui, un accord véritable n'a pas encore été trouvé. Parce que c'est un pays comme le Nigeria estime que le niveau pour leur industrie naissante, avoir des accords de libre-échange avec l'Europe, mais c'est fait écraser. C'est ça. Bon, on dit pour les APE, le Maroc, qui a toutes les délocalisations, on n'a plus besoin d'APE en fait. C'est ça. Une entreprise occidentale n'a besoin que de s'implanter au Maroc. Alors je retiens que voilà. Docteur Prao, de façon pratique, alors quand on vous écoute, quand on écoute Boja Kobri et quand on vous écoute, les entreprises, nos entreprises, les entreprises ivoiriennes, béninoises, de la zone, comme on l'avait appelé, des Noirs, auront des difficultés à pouvoir compétir avec les entreprises marocaines puisqu'elles ne sont pas structurées, l'économie n'est pas structurée comme les marocaines. Effectivement, c'est ça. Je vous donne seulement 2 chiffres, vous verrez. Au temps présent, la Côte d'Ivoire a exporté par exemple des marchandises à hauteur de 7 milliards, je dis bien 7 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, nous avons importé du Maroc 70 milliards. Là, il y a un gouffre au niveau de de la balance commerciale. C'est un combat entre Goliath et puis David. Le David, c'est qui? Ce sont les économies du sous-continent noir. Et puis, bon, le Goliath, effectivement, c'est l'économie marocaine. Nous allons sortir, c'est un combat, ce n'est pas un échange, je vais dire, gagnant-gagnant, on va dire. Hein, mais c'est, comme disait l'économiste Emmanuel Arguiri, c'est un commerce inégal.
C'est-à-dire que le Maroc aura tout à gagner et nous, on aura tout à perdre. Donc, fondamentalement, je ne vois pas de bon œil, effectivement, l'arrivée ou bien, pour ne pas dire l'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO. Parce que, comme M. Kobri l'a dit, dès l'instant que le Maroc adhère, le lendemain, toutes nos économies seront bondées, effectivement, submergées, n'est-ce pas, phagocytées même, à la limite, par les produits, effectivement, marocains. Et là, c'est le Maroc qui aura tout à gagner. Parce que ce serait pour le Maroc, effectivement, un déversoir. Je dis bien un déversoir des produits manufacturés. Et nos économies vont fondamentalement devenir comme des réservoirs de matières premières pour le Maroc. Fondamentalement, ça devient, vous savez, là où peut-être que, bon, la personne marocaine, peut-être en Afrique, ou bien cette façon de nous draguer, peut-être peut nous arranger, c'est nos entreprises vont chercher à être aussi dynamiques pour intégrer peut-être le marché marocain. À être dynamique, mais encore une fois, ça c'est dans le moyen et long terme. Or, dans le court terme, ce sont les Marocains qui vont gagner. Parce que les Marocains, ça il faut le dire, les Marocains ne vont pas vous transmettre leur technologie facilement, ça jamais. Donc du coup, c'est comme si le Maroc prenait la place de la France. Vous voyez, c'est cela. Parce que en 2015, 22% des entreprises qui ont été créées au CPC, c'est-à-dire nos centres, 22% sont des entreprises marocaines, 16% pour les entreprises françaises. Donc en clair, en 2015, le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Le deuxième, le Burkina Faso, et le troisième, la France. Donc vous voyez, à mon humble avis, nous sommes en train d'être colonisés par le Maroc. Allez, on chasse Pierre et nous habillons Paul. Paul, c'est le Maroc. Bon, j'ai compris. Est-ce que, à vous écouter, j'ai des inquiétudes pour nos entreprises, pour notre économie, pour notre souveraineté, parce que quand on ne maîtrise pas les fondamentaux de l'économie... Ça, nous avons donné des éléments objectifs, c'est de façon objective en fait qu'on parle. Il n'y a pas de passion. Voilà, c'est de façon objective. Il faut le dire. Je parle par exemple du cas de la Côte d'Ivoire. Avec un secteur financier qui est aussi qui n'est pas diversifié, qui est aussi concentré autour des banques. Est-ce que véritablement, on est tous d'accord pour savoir que, et tous les rapports le disent, que notre système financier ne permet pas véritablement à notre secteur privé de voir dynamique. Pas de financement des PME. Voilà. Mais face à cela, vous avez un État marocain qui a un système financier qui est parfaitement diversifié. Et qui appuie l'économie, qui appuie les entreprises marocaines. Mais également aussi, qui est un secteur financier qui est un partenaire, je peux dire, de choix pour les investisseurs occidentaux. Donc face à cela, est-ce que véritablement notre secteur privé ici peut supporter le Maroc a même créé une cité financière. Et comme disait M. Kobri, quand vous rapportez le crédit octroyé à l'économie divisé par le PIB, ça fait 72% au Maroc, là où la Côte d'Ivoire nous peinons à avoir 18%. En clair, les banques marocaines qui opèrent au Maroc contribuent fortement à développer leur économie, mais lorsqu'elles arrivent en Côte d'Ivoire, elles peinent à financer notre économie, elles financent faiblement nos économies. Donc vous voyez... Vous direz aussi que le système ne permet pas de le faire facilement avec la BCAO qui ne facilite pas peut-être... c'est le taux directeur. C'est le serpent qui se voit la queue. Parce que là, il vient de reconnaître que le franc CFA, effectivement, n'arrange pas les économies. Voilà. Sinon, vraiment de façon objective. À vous écouter aussi, je comprends aussi que ça peut être une aubaine pour les Occidentaux, puisque au lieu de délocaliser dans la zone noire du Maroc, on divers des produits. Non, c'est le Maroc qui profite, effectivement. C'est le Maroc qui est en train, c'est ce que M. Kobri a dit, vous n'avez pas compris. C'est le Maroc qui est en train de délocaliser sa petite industrie manufacturière ou légère depuis le Maroc vers les pays africains. Là, il y a une usine qu'on doit construire ici. C'est une usine marocaine. C'est comme si c'est une usine marocaine qui délocalise en Côte d'Ivoire pour profiter de la main-d'œuvre bon marché en Côte d'Ivoire. C'est tout. Ce n'est pas. C'est vrai, ils vont embaucher quelques Ivoiriens avec un salaire de misère. Mais. c'est le débat. Voilà, mais fondamentalement, ceux qui profitent et nous, pas du tout. Ce qui est important que vous devez savoir, à mon humble avis, ce que les Ivoiriens, ce que le sous-continent noir doit comprendre de cette émission, qu'est-ce que le Maroc a fait pour être à ce stade-là? Il y a quelques années, les livres d'histoire nous apprenaient que le roi du Hassan II venait se soigner ici à la polyclinique Sainte-Anne, c'est-à-dire notre Pisam. Pourquoi aujourd'hui, lorsque nos présidents ont mal même à la dent, ils se déplacent jusqu'au Maroc pour se soigner? Pourquoi est-ce que nos présidents n'achètent pas effectivement, n'achètent pas des plateaux techniques de haute qualité comme ça se fait en Guinée équatoriale pour que les Marocains viennent se soigner et le contraire? Voilà. Pourquoi le Maroc, M. Kobri l'a dit, je l'ai dit aussi dans mon propos liminaire, que le Maroc a engagé des réformes profondes dans tous les secteurs, même sur le secteur financier.
Et voilà les fruits aujourd'hui. Le Maroc est en train d'acheter toute l'Afrique noire. C'est l'occasion de le dire. Donc nous devons, nous aussi, regarder ce pays-là, l'étudier et faire pareil au lieu d'être dans une position de réception et de recevoir tout ce qui arrive sans même essayer de copier les fondamentaux de cette économie. Alors, comme ça se fait ailleurs, on est tous d'accord aussi que l'intégration économique est une bonne chose. Au niveau de l'Europe, l'Allemagne est puissante, mais il y a des pays pauvres comme la Bulgarie, la Roumanie, mais ça n'empêche pas quand même d'avoir une zone économique forte où chacun profite. Donc, c'est aussi possible que l'arrivée du Maroc puisse permettre de doper. C'est pas le débat, mais il faut dire aujourd'hui que l'euro est fortement critiqué, la zone euro est fortement critiquée. C'est clair. Hein, aujourd'hui, quand on parle de la montée des populismes, de la montée des nationalismes, la raison, c'est ça. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup, comme vous dites, parler de beaucoup de pays pauvres. Il y a certains qui estiment aujourd'hui que si nous ne sommes pas dans l'euro, ou bien l'euro de sa forme actuelle, la zone de sa forme actuelle peut-être n'est pas adaptée. C'est ça. Pour les économies. On oblige des petites économies comme la Grèce. La Grèce, fondamentalement, qui a une économie pauvre, c'est-à-dire une économie sous-développée dans un continent développé. Et on l'oblige à apporter une camisole de force qu'on appelle l'euro. Donc les Grecs disent, effectivement, quand nous n'étions pas dans la zone euro, nous étions plus riches. Et nous revenons toujours sur la question monétaire. Voyez-vous, la monnaie est comme un prêt-à-porter que nous avons aujourd'hui. La monnaie doit prendre intimement notre corps. Et la monnaie, c'est quoi fondamentalement? Sa valeur doit épouser le dynamisme de l'économie. Or, au temps présent, on oblige les Grecs